Florence Parly, la ministre des Armées, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Le gouvernement a présenté hier le budget pour l'année 2018. Votre budget, Florence Parly, celui des armées, augmente 1,7 milliard de plus par rapport à l'année précédente. Le budget que la France va consacrer à ses armées va atteindre 34,4 milliards d'euros. À quoi va servir ce surplus, notamment? Acheter du matériel neuf parce qu'il y en a besoin, c'est ça? Alors c'est un budget en effet de remontée en puissance. Cela faisait de nombreuses années que le budget du ministère de la Défense était en décroissance, alors même que ces dernières années, l'intensité d'utilisation de nos forces était plutôt croissante. En hausse, bien sûr. Du fait, bien sûr, du contexte dans lequel nous vivons, la montée des menaces et la lutte contre le terrorisme. Donc, en 2017, l'arrêt de la déflation des effectifs avait été décidé. Mon prédécesseur avait obtenu quelques mesures nouvelles complémentaires, 600 millions de plus, c'était significatif. Mais cette année, c'est vraiment la remontée en puissance, puisque ce premier budget du gouvernement Édouard Philippe et du président Macron est un budget où nous aurons 1,8 milliard d'euros de moyens supplémentaires. Et on lit qu'il y a beaucoup de matériel très obsolète dans l'armée, des chars Leclerc qui ne fonctionnent plus, des avions Mirage qui sont en bout de course, des véhicules d'avant blindés. Alors nous, ça ne nous parle pas beaucoup, mais les militaires savent que pour leur sécurité, c'est vital qu'ils sont moins blindés qu'ils ne devraient. L'armée française est dans un sale état, Florence Parly. Alors, nous avons au fond deux défis à relever. Mais Nous elle est avons dans un le sale état défi ou pas? du court terme, défi du court terme, où compte tenu du très fort engagement des armées françaises, notamment sur les théâtres extérieurs, mais aussi avec l'opération Sentinelle, les matériels s'usent de façon accélérée. Et donc nous devons, avant toute chose, reconstituer le potentiel de ces matériels. Il y a un péril, puis- c'est un outil quand même, excusez-moi de nous arrêter un instant là-dessus, parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour l'armée. C'est un outil aujourd'hui qui est mal en point, qui est vieillissant. Il y a une forme de péril aujourd'hui sur le fonctionnement même de cet outil militaire. C'est un outil qui a été très sollicité au cours des dernières années. Et Trop donc, sollicité peut-être? qui a Pardon de été vous couper, mais qui a été probablement sollicité plus que ce que les moyens du budget du ministère permettaient de faire. Et c'est donc ce hiatus, ce gap que nous allons redresser, corriger, puisque précisément cette année en 2018, nous aurons un budget qui correspond au niveau d'utilisation de nos forces. Et c'est, je crois, un message très important qui est adressé à l'ensemble de la communauté militaire. Mais au-delà de ces questions de très court terme, qui sont réelles et qui comptent beaucoup, évidemment, dans la sensibilité de nos soldats et dans leur perception de leur quotidien, il y a des sujets de moyen et de long terme. Parce que le budget du ministère des Armées est un budget d'équipement. C'est le premier budget d'investissement de l'État, avec 18 milliards et demi de crédits d'investissement. Et ce sont donc des programmes qui sont décidés sur de très longues périodes. Aujourd'hui, au fond, nous percevons dans nos armées des équipements qui, parfois, ont été décidés il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, notre mission, c'est aussi de préparer l'avenir, préparer le futur, anticiper et assurer dans les meilleures conditions possibles le lancement de la nouvelle loi de programmation militaire qui couvrira les années 2019 à 2025. Et l'objectif, c'est toujours de parvenir à 2% du Et PIB l'objectif, en 2025, effet, c'est ça? L'objectif, c'est de parvenir à un effort en faveur de la défense de 2% du PIB en 2025. C'est l'engagement qu'a pris le président de la République. Et je crois que ce qui est important de noter, c'est que non seulement hier a été annoncée la croissance des moyens du budget 2018, mais a également été annoncée la trajectoire qui va nous permettre, d'ici 2022, de nous approcher année après année de cet objectif de 2%. Alors, et cette trajectoire, c'est une trajectoire régulière. Quand on est militaire, on le sait, les trajectoires ne sont jamais respectées par les gouvernements. Alors, précisément, ça, on le sait, quand on est cette militaire. trajectoire, elle est pour la première fois inscrite dans une loi de programmation des finances publiques. En 2020 ou 2021, nous ne serons peut-être pas là, ni vous ni moi, pour savoir si elle est respectée ou pas. Et donc jusqu'en 2022, cette loi de programmation des finances publiques indique une croissance d'1,7 milliard par an. Il y a aussi dans l'enveloppe, vous voulez améliorer la vie des familles des soldats ? Alors,
une des priorités que nous avons souhaité mettre en avant dans ce budget, c'est d'une manière générale la protection du soldat. La protection du soldat et des équipements, qu'il s'agisse du renouvellement par exemple des gilets pare-balles ou des casques, qui sont des éléments très importants pour le quotidien de nos forces, mais aussi la protection de nos équipements. On parlait par exemple des véhicules. Nous allons vers une plus grande blindisation, si je puis dire, de nos véhicules, et c'est nécessaire, on le voit bien régulièrement en Afrique ou au Sahel. Par ailleurs, il est important que nos soldats, leurs familles, vivent dans la sérénité. Il n'y a pas de soldat efficace sans famille heureuse, et c'est la raison pour laquelle le président de la République m'a demandé de faire des propositions d'ici quelques semaines pour améliorer la vie des familles et des militaires. De quelle façon vous pouvez Alors améliorer ? nous allons travailler sur plusieurs axes. Aujourd'hui, je suis en pleine période de concertation, puisque je travaille avec le Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations, pour faire remonter les besoins. Mais clairement, les militaires aujourd'hui subissent les conséquences de déménagements extrêmement fréquents liés à la mobilité géographique, les conséquences du fait que pour le conjoint ou la conjointe, ces mobilités géographiques sont aussi potentiellement des obstacles à la carrière professionnelle. Des emplois réservés aux conjoints ? Et par ailleurs, nous voulons agir dans le domaine des conditions de logement qui ne sont pas toujours homogènes sur l'ensemble du territoire. Donc nous ferons... Vous pourriez réserver des emplois aux conjoints ? Qu'est-ce qui est prévu ? Nous voulons faciliter d'une façon générale la vie des conjoints, et je révélerai mes propositions d'ici quelques semaines. C'est un peu général, effectivement. Florence Parly, vous restez avec nous. 8h40, l'essentiel de l'info, Victor Matet. En Espagne, une nouvelle démonstration de force des indépendantistes catalans. Lycéens et étudiants doivent manifester dans les rues de Barcelone ce midi. Le référendum sur l'autodétermination de la région prévu dimanche est toujours interdit. À Saint-Nazaire, accord gagnant-gagnant, dit Emmanuel Macron. Paris et Rome ont bouclé le dossier de la cession des chantiers navals au groupe Fincantieri. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit rencontrer syndicats et direction cet après-midi. Quelle direction va prendre le budget de la sécurité sociale qui sera présenté à la mi-journée? Le gouvernement cherche 4 milliards d'euros d'économies. Le retour à l'équilibre est repoussé à 2020. Des manifestations, et cette fois-ci ce n'est pas contre la réforme du Code du travail, mais pour leur pouvoir d'achat. Les retraités défilent dans de nombreuses villes. À Paris, le cortège partira à 14h30. Des témoignages de retraités sont à retrouver sur franceinfo.fr. À eux trois, ils ont à peine 75 ans. Mbappé, Neymar et Cavani, les stars du PSG, ont marqué les esprits hier soir. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le Bayern Munich, un club centenaire et légendaire. France Info. Florence Parly, ministre des Armées, l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron est président de la République depuis 4 mois, donc c'est assez frais. Il a découvert une chose, il a découvert qu'il pouvait exister des pressions pour maintenir le budget militaire au niveau où il était, voire pour l'augmenter. Et il l'a dit dans une phrase du Point assez énigmatique que nous aimerions commenter avec vous, Florence Parly. Je cite Emmanuel Macron au Point, c'était début septembre. « J'ai été surpris que personne ne relève, que des journaux financés par les contrats de défense ont mené une campagne de plusieurs semaines pour protéger ces contrats. La consanguinité entre une partie des industriels du secteur et la presse pose question. » C'est un problème pour vous, cette consanguinité? Alors, on va décoder, c'est le Figaro qui est visé, propriété de Serge Dassault, évidemment, marchand d'armes, et l'un des gros fournisseurs de l'État, je cherchais le mot. C'est un problème pour vous, cette consanguinité entre la presse et les industriels? Je pense qu'il est important, c'est que le ministère des Armées entretienne une relation saine avec l'ensemble des industriels qui contribuent à la production et à la conception des équipements. Et ça n'est pas le cas, visiblement, d'après ce que dit Emmanuel Macron. C'est un des objectifs que je me suis fixé en lien avec le nouveau délégué général à l'armement, c'est de moderniser considérablement la manière dont nous gérons nos grands équipements militaires sur une très longue durée, et ça comprend bien sûr la relation que nous avons avec l'ensemble des industriels. Et vous avez souffert des campagnes de presse? Ça vous a compliqué la vie?
Les campagnes de presse sont parfois compliquées à gérer. Au cas particulier, ce qui m'importe moi, c'est l'avenir. Et avec le budget que le président de la République et le Premier ministre ont arbitré, c'est avec confiance et sérénité que je l'aborde. Et par ailleurs, infiniment de détermination, parce que vous l'avez compris, le contexte dans lequel la France, l'Europe évolue dans le monde contemporain est un contexte difficile avec beaucoup de menaces. Je m'abrite derrière les propos du président de la République. Il le dit lui-même, j'ai été surpris que personne ne relève que des journaux fassent des campagnes. Et la consanguinité est un problème. J'ai été surpris. Et vous non plus, vous ne voulez pas le relever ce matin. Est-ce qu'il y a un problème ou pas avec le secteur de l'armement? Est-ce que le fait que M. Dassault fasse pression par l'intermédiaire du Figaro, ça vous a posé problème ou pas? Ce qui est relevé au cas particulier, c'est un fait. C'est un fait qui est connu depuis très longtemps. Qu'on n'évoque jamais. Il n'y a rien de nouveau Ah si, il y a à de cette nouveau. situation. En général, on ne le dit pas. Ça vous a posé des problèmes qu'ils le disent? Absolument pas. Vous aviez repéré la phrase? Je l'ai lu. Vous l'avez lu? Et vous en avez dit quoi quand vous l'avez lu? Je me suis dit que c'était un fait qui était mis en lumière, qui est connu de tout le monde. Non, mais bon. Il est connu de tout le monde. Oui, enfin, il est connu, on n'en parle jamais. Chacun sait que On le n'en parle jamais. Figaro appartient à la famille Dassault. Mais par ailleurs, Et d'après Emmanuel Macron, c'est un problème. L'entreprise- Ça pose question, dit-il. Alors je ne sais pas comment on répond à la question qui est posée, mais personne n'a la réponse pour l'instant. On y répond, comme je l'ai indiqué il y a un instant, par une modernisation des relations qu'on entretient avec les industriels de défense. Et le groupe Dassault n'est pas le seul fournisseur en équipement militaire. Il y a de très grands groupes qui fournissent les armées. Il y a aussi de très nombreuses PME. Il y a 165 000 emplois dans le secteur de la défense et le groupe Dassault ne les accapare pas tous. Donc ce qui est important, c'est que nous puissions avoir non seulement une relation fluide et transparente avec l'ensemble de ces groupes, mais que nous puissions aussi faciliter l'émergence de PME, que nous puissions également promouvoir l'innovation dans ce secteur. Et nous savons aussi aujourd'hui que l'innovation passe beaucoup par les petites entreprises, les start-up. Il en existe dans le monde civil et ces start-up également irrigue le monde de la défense. Donc c'est l'ensemble de notre chaîne de relations avec le monde industriel qu'il nous faut revoir. La Corée du Nord pose un problème particulier au monde entier, avec les essais nucléaires qui sont aujourd'hui effectués par ce pays. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, l'armée française peut être concernée par cette situation ou pas? Le Pentagone américain dit qu'il étudie des possibilités de frappe militaire sur la Corée du Nord. Est-ce que, puisque les Américains sont nos alliés, vous y êtes associés, vous en êtes informés? Comment ça se passe? Alors, les provocations nucléaires de la Corée du Nord sont un problème, une menace, non pas seulement pour la région asiatique, mais également pour l'ensemble du monde. Parce que ce que ces tirs ont révélé, c'est au fond la capacité probable de ce régime à atteindre potentiellement l'Europe, c'est-à-dire sur des distances beaucoup plus importantes que ce que nous pensions auparavant. Alors, notre devoir, c'est d'être solidaire de l'ensemble de nos partenaires, de nos alliés. Et cette solidarité, elle s'exprime d'abord dans le fait que nous devons faire pression sur la Corée du Nord, tous ensemble. Et c'est l'esprit des sanctions qui ont été décidées par l'ONU récemment. Et c'est aussi l'action que mène la France au sein de l'Union européenne pour que ces sanctions soient non seulement reprises par l'Union européenne, mais également amplifiées. Mais comment on doit se préparer au pire quand on est dans la situation de diriger? Quand on dirige un pays, on doit savoir se préparer au pire. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que des frappes militaires peuvent être envisagées? De quelle manière? Alors, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à mettre en place un processus qui permet peut-être, je l'espère, d'aboutir à une négociation. Parce que la Corée du Nord est un État qui, au fond, cherche
à préserver sa propre sécurité dans un dialogue qui est conflictuel avec le reste du monde. Et donc, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, c'est la négociation qu'il faut privilégier. Il n'y a pas de négociation Non. avec Il n'y en a pas pour l'instant. la Corée du Nord. Kim Il n'y en a pas Jong-un, pour négocier avec l'instant. lui, ça ne doit pas être facile. Hein. Mais précisément, le jeu des sanctions qui est mis en place et l'accroissement de la pression que nous faisons avec d'autres portés sur la Corée du Nord est un processus qui devrait, je l'espère, déboucher sur une négociation. On a compris que la priorité a été donnée à l'axe diplomatique. Y a-t-il néanmoins, oui ou non, un scénario militaire de coopération avec les Américains, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou non? Il ne peut pas y avoir de scénario militaire. La Corée du Nord est un État qui a développé un arsenal nucléaire en s'abstrayant des règles de non-prolifération. Nous sommes un État nucléaire, nous disposons d'une dissuasion nucléaire ancienne. Nous n'allons pas, à ce stade, imaginer des solutions militaires. Nous imaginons des solutions qui sont des solutions diplomatiques, et je pense que c'est préférable pour la sécurité du monde. Quand les dirigeants américains disent on envisage des options militaires, vous ne les croyez pas? Les Américains envisagent ce qu'ils veulent envisager. Nous ne sommes pas les Américains. Ça ne m'a pas échappé. Vous espérez vendre des avions Rafale en Belgique? Nous espérons vendre des avions Rafale dans un certain nombre de pays. Nous l'avons fait en Inde. Nous sommes également en discussion avec d'autres pays, et notamment la Belgique. Ouais. La Belgique, à laquelle nous avons proposé un partenariat large, permettant non seulement de vendre des avions, mais aussi de nous mettre d'accord sur les conditions de formation et d'entretien de ces avions. Donc ce n'est pas simplement un contrat de vente de matériel militaire, c'est aussi un contrat de partenariat entre deux pays qui ont une longue tradition commune. Les Belges veulent renouveler des F-16 américains et ils ont l'air très tentés, c'est l'étude de leur appel d'offres qui vous a fait dire ça, de racheter des F-16 américains. C'est une rupture à l'idée européenne, ça, si la Belgique, plutôt qu'acheter des avions fabriqués en Europe, et notamment le Rafale, acheter des avions américains? En tout cas, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école au moment où l'Europe de la défense reprend de l'élan. Il est très important que nous puissions utiliser avec nos partenaires européens l'ensemble des arguments nous permettant de mettre en lumière ce que sont les atouts de cet avion Rafale qui a fait ses preuves puisqu'il est au combat sur un grand nombre de théâtres. Et c'est vrai que nous préférerions que ces affaires restent au sein de l'Union européenne. Voilà. Ce serait un bon exemple. Voilà, il faut le dire aux Belges, nous ne sommes pas américains. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc Absolument. Nous ne sommes pas américains, nous sommes européens. Vous restez avec nous, Florence Parly, il est 8h50, l'essentiel de l'info. Victor Matet. Le Congrès national des régions ouvre dans 10 minutes à 9h à Orléans avec un discours du Premier ministre. Édouard Philippe, très attendu par les élus sur la décentralisation et le manque de moyens des collectivités. Édouard Philippe notamment accompagné de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Ils sont inquiets pour leurs emplois. Les salariés des chantiers navals de Saint-Nazaire attendent cet après-midi la visite du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La cession au groupe italien Fincantieri est officielle depuis hier soir. Pas question d'emploi, mais bien de pouvoir d'achat. Les retraités manifestent dans de nombreuses villes à l'appel de 9 syndicats, CGT et Force ouvrière en tête. Les retraités qui se mobilisent notamment contre la hausse annoncée de la CSG. Le PSG, lui, ne s'est pas raté en écrasant le Bayern Munich 3-0 hier soir. Alves, Cavani et Neymar ont marqué, bien aidés par Kylian Mbappé. Premier gros test réussi pour Paris en Ligue des Champions. Lui avait fondé un véritable empire. Hugh Hefner, qui avait créé le magazine Playboy en 1953, est mort, annonce sa famille. Il avait 91 ans. France Info. Florence Parly, ministre des Armées, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. C'était le 13 juillet dernier, le président de la République intervenait au ministère de la Défense, au ministère des Armées, devant les dirigeants militaires français. Il n'était pas content, Emmanuel Macron, on l'écoute. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. La colère du président était assez spectaculaire. Le chef d'état-major a démissionné quelques jours après. Pierre de Villiers, qu'est-ce qui reste dans les armées de cet épisode difficile, sans doute encore un traumatisme, Florence Parly ?
Il reste d'abord que les engagements, en effet, ont été tenus. Je les ai rappelés tout à l'heure. Ces engagements budgétaires. Mais c'est très important. C'est très important parce que Mais la remontée en puissance, ce n'est pas simplement de l'argent inscrit dans un budget, ce sont des moyens qui sont mis au service de la défense, au service de nos forces, pour remplir des missions qui sont en effet très intenses et nombreuses. Vous pensez qu'elle est oubliée, cette crise, ou qu'elle a créé un traumatisme qui est encore présent parmi les dirigeants de l'armée et les militaires en général ? Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a pris la décision de démissionner. C'est la sienne. Nous avons maintenant un nouveau chef d'état-major des armées. Il s'est quand même fait sévèrement gronder. Nous avons un nouveau chef d'état-major des armées et maintenant nous travaillons en complète confiance l'un avec l'autre et avec le président de la République naturellement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ce n'est pas de revenir sans cesse sur un épisode passé. Et ce qui m'importe, c'est avec l'ensemble des militaires et l'ensemble des agents du ministère des Armées que nous puissions aller de l'avant. Et nous avons tous les moyens pour le faire. C'est ça qui est important. Mais c'est encore tout frais. C'était il y a 2 mois et demi. Et 2 mois et demi, c'est rien. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un problème ? Est-ce que vous reconnaissez que ça a été un choc, un problème ? Vous savez, moi, quand je vais dans les forces, quand je me rends sur les théâtres des opérations extérieures, c'est pas de ça dont on me parle. Ce dont on me parle, c'est ce sur quoi vous m'avez questionné. C'est qu'est-ce que l'on peut faire pour rendre la mission à la fois plus efficace, plus sûre pour les soldats. C'est ça qui préoccupe nos soldats. Et Ils ont quand même vécu une crise assez inédite. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la mission doit être accomplie. On nous apprend à l'école que pour bien comprendre et préparer l'avenir, il faut connaître le passé. Et se l'approprier. Donc mais le passé ne s'arrête pas au 13 juillet. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission. Le passé de l'armée française remonte bien au-delà. Vous n'avez jamais eu, Florence Parly, d'expérience militaire. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait appel à vous pour diriger ce ministère ? Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser directement. Vous lui avez posé quand il vous l'a proposé ? Je lui ai demandé s'il pensait que j'étais capable de remplir cette mission. Je pense qu'il savait qu'il y avait aussi une dimension économique et budgétaire importante dans ce ministère. J'ai rappelé le poids du budget des équipements, le fait que nous investissions plus de 18 milliards par an, le poids de cette industrie aussi dans l'ensemble de l'économie française en termes d'emploi, et puis la préservation des moyens des armées est évidemment un enjeu fort, et nous l'avons rappelé à l'instant, c'est ce qui nous a occupés pendant toutes ces semaines, et j'espère que les compétences que j'ai pu acquérir dans le passé seront pendant les prochains mois mises au service de ce ministère qui le mérite, parce que les soldats sont pleinement engagés. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que cette compétence budgétaire donc, qui est peut-être qui a été importante dans le choix de vous nommer à ce poste, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est votre priorité ? Aujourd'hui, ma priorité, c'est en effet de donner aux armées les moyens de leur intervention. Et c'est ce dont les armées ont souffert pendant les années précédentes, c'est de ce décalage entre des interventions croissantes et des moyens qui étaient en diminution. Il faut avoir en tête qu'au cours des 10 dernières années, ce ministère a perdu plus de 65 000 emplois. Donc lorsque je dis que c'est un budget de remontée en puissance, c'est réel parce que non seulement la suppression des effectifs est arrêtée, mais que nous aurons des créations nettes d'emplois dans le budget 2018. Donc c'est un ensemble de signes qui se déclinent aussi bien sur les aspects personnels, les crédits d'équipement, ce que nous allons faire pour l'innovation, ce que nous allons faire en matière de recherche et de développement. Et c'est l'ensemble de ces signaux qui se rallument au vert et qui doivent nous permettre d'envisager l'avenir avec confiance, tout en traitant les questions d'aujourd'hui, qui sont des questions très pratiques et que je ne veux surtout pas éluder, car ce sont elles qui conditionnent l'efficacité de nos interventions. Et nous avons évoqué ces conditions d'aujourd'hui. Vous aurez l'occasion, vous l'avez dit aussi, au mois d'octobre, de préciser ce que vous voulez faire pour l'entourage du soldat, car il n'y a pas de soldat heureux si les familles ne le sont pas. C'est ce que vous nous avez dit. Nous voulions profiter de votre passage pour utiliser précisément vos compétences anciennes de secrétaire d'État au budget. Je vous propose d'écouter ceci. Et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. Oui, voilà, Florent Pagny.
Florent Pagny, nouvel exilé fiscal au Portugal. Il dit vraiment ras-le-bol de la France. Vu ce qu'on nous taxe, je m'en vais, au revoir. La chanson était déjà un premier coup de gueule du chanteur il y a une quinzaine d'années contre le fisc. Alors, Florence Parly, membre du gouvernement, aujourd'hui ministre des Armées, mais dans une autre vie secrétaire d'État au budget, vous en dites quoi? D'abord que chacun fait ses choix. Je pense que ceux qui aiment leur pays restent en France. Et pour ma part, je n'ai pas envie de commenter ce cas que je trouve un peu indigne. Et voilà. Donc, dans C'est le mot, quand même un commentaire. le commentaire est fait. Voilà. Merci beaucoup Florence Parly. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info.